Ne me dites surtout pas que c'est beau. Écoutez, on rigole, là, mais autant que l'hiver, c'est vraiment pénible pour moi. Comme plusieurs d'entre vous le savent, c'est pas ma saison favorite, mais qui plus est, c'est une saison qui semble durer 6 mois par année au Québec. C'est incroyable. Là, écoutez, on est je crois qu'on est le 14 ou le 15 novembre, et puis on a déjà depuis quelques jours une accumulation de plus de 20 cm de neige. Alors ça, écoutez, c'est quelque chose qui n'est pas récurrent, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les années. D'ailleurs, ils disent qu'en rapport avec la quantité de neige que nous avons eue, c'est un record depuis plus de 100 ans. Donc, plusieurs vont me dire, c'est pas la cause du réchauffement de la planète et du changement climatique. Attention, oui, c'est vrai que si vous regardez seulement cette partie-là, il y a 100 ans, on a vécu le même phénomène. Par contre, les phénomènes exceptionnels arrivent de plus en plus souvent, sont de plus en plus fréquents. Alors, il y a quelque chose qui se passe là. Là, écoutez, en plus de ça, je suis obligé de vous dire que cet été, nous avons eu une des étés les plus chaudes enregistrés dans le monde. Alors, c'est pas rien, là. Je sais qu'au Québec, ça a été vraiment spécial. On a vraiment eu chaud cet été. C'est comme n'importe quoi. On passe du coq à l'âne. Trop, c'est comme pas assez. Hein, ça n'a pas de bon sens. Je voulais vous parler aussi, comme vous voyez, évidemment, je vous avais dit que cette semaine, j'aurais le vidéo que j'ai fait, que j'étais pour faire avec Jacques Denis. Malheureusement, je ne pourrais pas vous le montrer, évidemment, aujourd'hui. C'est très laborieux. Par contre, je suis obligé de vous dire que c'est sur les planches de travail. On a fait la vidéo, moi et Jacques, la semaine dernière, mais c'est beaucoup plus d'ouvrages que je pensais au préalable. On a enregistré 2h45 minutes, imaginez-vous donc, de vidéo. Et on a fait seulement que effleurer la surface de son histoire. Alors, je suis déjà maintenant à plus de 10 heures, 10 à 15 heures de montage à l'éditage. Alors, c'est très laborieux. Par contre, j'ai fini l'éditage pour ce qui est du vidéo même. Maintenant, ce qui me reste à assembler, c'est associé avec le montage, les photos. Parce que, comme je vous l'avais dit, hein, là, je vous donne un teaser pour ceux qui ne le savent pas. Jacques Denis, qui est un ami et un frère pour moi, qui est très important dans ma vie, je suis fier de lui pour ce qu'il a réalisé, mais c'est pas juste pour ce qu'il a réalisé. J'ai une belle entente avec Jacques parce que on est sur la même longueur d'onde. Alors c'est très intéressant. On a beaucoup d'intérêts que nous partageons qui sont très semblables. Alors j'adore mon ami Jacques et je voulais vous faire partager d'ailleurs son histoire que je trouve des plus intrigantes et des plus intéressantes. Jacques Denis, je vous le dis vite fait, là, je vous donne un teaser. Là. Jacques Denis est né en 1934, mais il n'a pas fini sa vie. Là, mais dans les années, au début des années 70, il a pris la direction de la compagnie Garda, qui était une compagnie embryonnaire qui avait, à toute fin pratique, aucun client. Alors, il en a fait sa compagnie. C'est Garda Québec, une compagnie de sécurité très connue aujourd'hui sous le nom de Garda World, hein, qui est partout dans le monde. D'ailleurs, si vous avez vu, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, il y a eu un attentat à Kaboul et il y a des agents de sécurité de Garda World qui sont décédés. Alors, c'est juste pour vous dire quelle ampleur que ça a pris. Et évidemment, la compagnie de Jacques, qui était Garda Québec, a été achetée par Stéphane Crétier, qui est aujourd'hui un des propriétaires de Garda World. Ça a quand même été le tremplin pour eux. Garda Québec a été le tremplin pour eux. Ça, c'est clair. Alors, écoutez, c'était pas une petite compagnie, même à l'époque de Jacques. C'était une compagnie qui générait à un certain moment donné jusqu'à 52 millions de revenus et qui avait à sa solde 3000 employés. Alors, je pense que c'est pas rien. C'est une histoire, malheureusement, vous savez, à l'époque, Jacques était une personne qui n'était pas très médiatisée. C'était une personne discrète, qui ne cherchait pas l'attention. Il était bien dans sa petite affaire, puis il faisait, vous savez, il faisait ça. Et pourtant, écoutez, il a été dans la police militaire, il a été en Allemagne pendant 3 ans et demi. Écoutez, il a vu du pays, il a déjà fait partie de la sécurité pendant
un court temps, vous allez me dire, mais de ministre québécois, d'un ministre, entre autres, québécois. Il a été en charge, c'est lui qui était en partie en charge de la sécurité à l'Expo 67. Écoutez, il a roulé sa bosse, le type, pas à peu près. Mais lors de l'Expo 67, écoutez, la princesse Grace Kelly, lui a tombé dans les bras parce qu'elle avait perdu connaissance. Il a marché aux côtés de la reine. Alors, vous savez, c'est une histoire que je trouve incroyable, qu'elle n'a jamais été partagée avec les gens. Je trouve, vous savez, moi je suis une personne, pourquoi que j'ai aimé, c'est-à-dire pourquoi j'ai commencé sur YouTube, c'était justement pour partager mon histoire. Pas parce qu'elle avait une importance plus qu'une autre, loin de là, mais pour moi, à défaut de laisser beaucoup d'argent à mes enfants et mes petits-enfants, je trouvais que c'était un bel héritage de pouvoir leur laisser un petit peu l'essence de qui je suis, qui j'étais. Ça ne les intéressera peut-être pas du tout, mais en quelque part, tant que l'Internet existe et les YouTube de ce monde, ils vont pouvoir se servir de cet outil comme référence. Allez voir, moi, écoutez, ce que j'aurais donné pour voir mon arrière-grand-père, pour l'entendre parler, pour le voir interagir avec des gens, puis de voir un petit peu l'essence de la personne qu'il était. Alors, vous voyez, je suis un fan fini de l'histoire, mais aussi bien de l'histoire de l'humanité, des guerres et de la politique, que de l'histoire de chaque individu. Parce que pour moi, ça a toujours été important. Je vais vous conter une petite anecdote. Je fais du terrassement depuis plus de 30 ans. À un certain moment donné, Nicole et moi, nous avions une cliente du nom de Miss Mommy. C'était une Allemande qui était venue s'installer ici dans la région où nous sommes, à Prévost. Et puis, elle était toujours sur la défensive. C'est une femme que son mari, elle avait un certain âge évidemment, son mari de Madame Mommy était un officier dans l'armée allemande lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il était, à l'époque, les familles qui avaient un certain statut social, les gens riches, presque automatiquement, dans certains cas, lorsqu'ils avaient évidemment des gens qu'ils connaissaient, ils devenaient officiers. Alors lui il était officier d'une fabrique d'armement en Allemagne. Ils avaient une grosse maison, c'était un manoir, c'était une famille très riche. Et puis, vous savez, il y a toutes sortes de choses qui est arrivées. Un jour, elle me contait que un de leurs amis qui était aussi officier, parce qu'il y avait beaucoup de jaloux, hein, il y avait des gens qui étaient jaloux de lui, parce que justement, il était en charge de cette usine. Mais vous savez, à l'époque, il y en avait beaucoup de jaloux et qui voulaient prendre la place d'un autre. Alors, un jour, lorsque son mari était parti au travail, un ami officier est arrivé à la maison manoir de Madame Mommy et lui dit écoute, t'es mieux de t'en occuper là, parce que la Gestapo ont été chercher ton mari à l'usine où il travaillait, puis l'ont emmené au bureau. Elle avait 2 jeunes enfants. Je n'ai pas moins de vous dire qu'elle est en état de panique. Elle a pris les enfants, les a embarqués dans le carrosse, puis elle s'est rendue au quartier, c'était pas le quartier général, mais c'était un des bureaux de la Gestapo. Cathy Göring, je crois, qui s'en occupait. Alors, à ce moment-là, elle ouvre la porte, elle entend gueuler carrément en haut, au 2e étage, et elle entend que c'était son mari qui gueulait dans le bureau d'un officier de la Gestapo. Imaginez-vous, comme elle m'a dit, elle dit, écoute, là, elle dit, moi, là, je paniquais, je me disais, hey, vas-tu se fermer la gueule? Il va se faire tuer. Puis de là, un autre officier de la Gestapo passe, puis il ferme la porte, qui était la porte à l'extérieur. Mais lui, en fermant la porte, il lui demande à Mme Mommy, est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Elle dit, c'est mon mari qui est en haut. Il dit, écoutez, il dit, revenez dans 1 heure. S'il n'est pas encore là, il dit, oubliez ça. Hein, c'était ça assez clair. C'est épouvantable. Puis cette dame, ça a pris plusieurs années. Elle a été ma cliente, que je faisais évidemment la tonte de sa pelouse, puis même l'hiver, je m'occupais un peu de sa maison, j'allais déneiger sa toiture. C'était une femme que j'avais beaucoup de compassion pour elle, puis on parlait souvent de petites choses et d'autres. Sauf que
elle n'allait jamais jusqu'au point de me parler de comment elle a vécu les années hitlériennes, si vous voulez. Et puis jusqu'au jour, à un moment donné, c'était drôle parce que c'était une petite femme. Une petite femme, mais vous savez, comme beaucoup d'idées qu'on se fait des Allemands, elle était petite, mais lorsqu'elle vous regardait de ses 3 pieds, 3 pommes, elle était intimidante. Autant que je suis un gros bonhomme, autant que je la trouvais intimidante. Puis à l'époque, je fumais, puis elle disait à Nicole, c'est-à-dire, elle disait, tu devrais lui donner un coup de pied au cul pour qu'il devrait arrêter de fumer. Elle était vraiment drôle, puis elle était gentille malgré tout. Quand les enfants étaient petits, elle leur donnait des bonbons. Fait que, quoi qu'il en soit, après de l'avoir connue, je crois pendant 1 an, peut-être 2 ans, je lui dis, Madame Mommy, soyez franche avec moi. Comment c'était de vivre en Allemagne sous le régime nazi de Hitler? Elle a hésité. Pendant un moment, elle regardait à terre, puis à un moment donné, elle s'est relevée, puis elle a dit, Michel, elle dit, ça serait de te mentir si je te dirais que ça n'a pas été les plus belles années de ma vie. Écoutez, j'ai manqué de tomber à terre quand elle m'a dit ça, mais vous savez, c'est tout ça, c'est ça mon point que je trouve important et intéressant de la vie de chaque individu. Car un témoignage de la sorte, vous ne trouverez pas ça dans les livres. Puis là, je ne vous parle pas du bon et du mauvais. Là. Et là, il n'y a pas grand bon à dire de ce type-là. Mais je vous dis quand même que c'est bien d'avoir l'opinion ou la vision historique. Parce que c'est relatif, hein? La vérité, c'est une question de perception. Hein? Alors, ce qui est bon pour la vérité des uns n'est pas nécessairement bon pour la vérité des autres. Mais là où la vérité prend toute sa forme, c'est de la perception que l'individu en fait. Parce que c'est sa vérité. Hein? La perception de la vérité, elle est unique à chaque personne. C'est pour ça que, de toute façon, il n'y aurait pas autant de partis politiques et de religions dans ce monde si on aurait toute la même perception des choses. Hein? Ça, c'est clair. Et puis, surtout, en état de guerre, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Alors, vous savez, c'est intéressant d'avoir l'opinion, ou plutôt le vécu d'individus qui ont vécu. Écoutez, j'ai le père d'un de mes oncles, maintenant divorcé, il a été prisonnier. Il était dans l'armée française, au début, évidemment, de la guerre, et il a été fait prisonnier par les Allemands. Il a passé toutes ces années dans un camp, pas un camp de concentration, là, mais un camp de prisonniers militaires. Et puis, même aujourd'hui, il n'en parle pas beaucoup, là. Une autre histoire, si vous voulez, une petite anecdote comme ça en passant. Lorsque Nicole et moi avons été passer l'hiver en Floride sur l'île d'Amelia, Amelia Island. Ça a été la plus belle chose qu'on a fait de notre vie, en même temps la pire, dans le sens que lorsqu'on ne peut pas y retourner, parce que ça prend des sous par rapport, alors c'est l'enfer. Hein? C'est comme donner un petit peu de bonbons à un enfant, puis après lui interdire l'accès aux bonbons. C'est un petit peu ça qu'on a vécu. On avait loin un condo, tellement près de la mer que ça nous a pris quelques jours pour pouvoir s'endormir par rapport au bruit de la mer. Hein? Parce que le bruit, au début, est infernal, et puis après, je suis obligé de vous dire que le bruit de la mer devient quelque chose de reposant, quelque chose d'apaisant. Hein? C'est-tu drôle? Quoi qu'il en soit, on était dans un condo qu'on avait loué pour l'hiver. On a passé 4 mois et demi, une place de rêve, une île, petite île de retraités américains. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'un des voisins en dessous de moi, c'est un vétéran. C'est un type que je me suis bien entendu, on parlait de bouffe, tout ça. Puis je lui disais, j'y avais donné ma recette de porc effiloché que je fais, que je suis assez reconnu pour cette recette. Alors, il aimait ça. À un moment donné, imaginez-vous donc, il savait que j'avais été dans l'armée, tout ça, puis on avait parlé. À un moment donné, ça cogne à la porte. C'est lui qui cogne, qui était monté. C'est un monsieur de 90 ans. Il monte en haut, je pense qu'il y avait plus que ça, je pense qu'il avait 94 ans. C'était en 2011-2012. Il monte en haut, j'ai des photos de ça. Je vais essayer de vous montrer la photo du monsieur lorsqu'il est venu. Il est venu me montrer toutes les médailles qu'il avait eues. C'était incroyable. Ce type-là, il a eu la médaille de bravoure, il a eu toutes les médailles de blessures. Lui, il me contait justement, c'était un type qui avait été fait prisonnier par les Allemands après le débarquement de Normandie. Et puis lui, il me contait que son incarcération, si on veut, ça a été vraiment pénible. Il y a eu des coups de bâton
sous les pieds de façon épouvantable, puis il dit qu'à partir de ce moment-là, il y a toujours eu de la difficulté à marcher. Vous savez, c'est une histoire importante. Tu sais, pour moi, c'est ça que je vous dis, c'est important parce que chaque individu a une personne que souvent est tellement intéressante qu'elle pourrait aller dans des livres. Malheureusement, combien qu'il y a d'histoires comme ça qui disparaissent avec le temps. Alors écoutez, encore une fois, je vais tenter mon possible pour que la semaine prochaine, on ait le reportage. Évidemment, avec le temps que ça nous a pris, je vais être obligé de diviser en deux le vidéo que nous avons fait. Alors, ça va être 2 vidéos d'à peu près 1 heure chaque, mais je vous le dis, c'est intéressant, c'est personnel, on parle de sa vie, on parle du cheminement. Écoutez, sa femme, sa première épouse, il l'a rencontrée dans un camp de formation militaire à une place du pays. Il l'a rencontré comme par hasard à l'autre bout du pays. Et puis après, ils se sont rencontrés encore une fois par hasard en Allemagne. C'est incroyable leur histoire. Écoutez, ça vaut la peine d'être vu, je le crois. J'essaie d'être objectif, mais je ne le suis pas tellement parce que c'est un ami qui m'est cher. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez aimer la vidéo en question. Et puis pour la semaine, ben écoutez, comme je vous ai dit, ça n'a pas été une semaine très agréable. D'un, parce qu'on a eu au-delà de 20 cm de neige. Alors, mon moral est à plat, mais pour faire exprès en plus, cette semaine, j'ai travaillé. Lorsque je travaille sur une longue période de temps, c'est-à-dire plus qu'1 heure debout, sans trop bouger, surtout sur un sol de ciment, j'ai le pied droit, imaginez-vous donc, qui me fait mal sans bon sens. C'est pareil comme si les os seraient brisés. Ça commence par en dessous du talon. Je ne suis pas capable de mettre de poids sur mon pied. Et puis ça se répand tout le tour, mais assez que je ne peux pas frôler le dessus de mon pied tellement que c'est douloureux. Puis ça dure environ 1 semaine. Alors je suis obligé de vous dire que pour la première fois cette semaine, écoutez, il y a une fois, j'ai été obligé de me coucher, je crois que c'est mardi, je me suis couché, il était minuit et demi, je me suis relevé à 6 heures. Je n'étais plus capable d'endurer le mal. Cette journée-là, qui est mercredi, j'ai resté assis dans mon fauteuil. C'est la première fois. Moi, vous savez, tout le monde le dit, puis d'ailleurs, Jacques m'a appelé parce qu'il était inquiet, parce que je suis quelqu'un qui bouge tout le temps, puis vous savez, je ne peux pas arrêter. Puis il m'a appelé parce qu'il était inquiet, c'est la première fois. J'ai resté assis toute la journée à prendre des pilules, ici, ce qu'on appelle des Robax, c'est des anti-inflammatoires, puis ça. Puis à un moment donné, ça passait, j'ai marché avec mes béquilles, puis, mais toute la journée, puis au courant de la journée, je m'endormais, mais de façon tellement profonde que je ronflais à tue-tête. Écoutez, alors, non, ça n'a pas été une belle semaine, ça n'a pas été jojo. C'est une semaine à oublier. En fait, c'est une saison à oublier. On n'est même pas rendu en hiver et on la vit de façon... Là, écoutez, il neige encore. Là. Il a neigé toute la journée. Ça semble ne pas finir. Mais c'est ça qui est épouvantable. L'été au Québec, ça dure de juin à août. C'est pas des farces, c'est de juin à août. Le reste du temps, c'est de l'hiver. Hein? Oubliez ça. Après, on se demande pourquoi. Non, non. Si vous pensez que l'être humain, parce qu'il vit au Québec, est adapté à ce genre de choses, je suis obligé de vous avouer que non. C'est loin de là la réalité. On n'est vraiment pas adapté à ça. C'est pour ça, comme je vous avais déjà dit, que les Québécois, c'est des snowbirds qui se sauvent pour la plupart lorsqu'ils ont les sous et qui atteignent un certain âge, surtout l'âge de la retraite, s'en vont en Floride passer l'hiver. C'est mon objectif d'ailleurs, parce que moralement, je suis plus capable d'endurer l'hiver. Ça devient tellement pénible, mais c'est toujours une question de sous. Hein? Mais je vous dirais que nos ancêtres, qui sont partis de l'Europe, spécialement de la France, qui sont venus ici, eux avaient plus le choix de retourner là. Parce que c'était pas un voyage qui était jojo, là. Hein? De partir sur l'Atlantique, de traverser l'Atlantique carrément, qui pouvait prendre plusieurs jours. Alors, il y en a eu des décès, puis du monde qui prenait... C'est épouvantable, toute l'histoire d'horreur. Mais une fois qu'il est arrivé ici, là, en quelque part, ils se sont fait jouer un mauvais tour. Parce qu'ils sont aperçus que la vie au Québec, c'était pas facile. Surtout à cette époque-là, je ne peux pas comprendre. Écoutez, je lève un peu mon chapeau, même si dans certains cas, il restait ici surtout par obligation. Hein, il ne pouvait pas embarquer dans un avion puis revenir. Mais je lui lève mon chapeau parce que c'est très pénible, puis j'imagine qu'à l'époque, écoutez, là, il n'y avait pas d'auto, il y avait des chevaux, puis des fois, ils pouvaient passer dans 3 mètres de neige. C'est pas des farces, là. C'est quelque chose. C'est pour ça que les familles québécoises, à l'époque,
Mais là, on parle des années 1600, 1700, ben, je vous dirais jusqu'au début des années 1900. C'est pour ça qu'à cette époque-là, les familles, c'était des très grosses familles. Il y avait beaucoup d'enfants. Si vous voulez, il n'y avait pas d'autre chose à faire. Hein? Alors, ils le faisaient. On fait avec. Écoutez, merci d'être là. Encore une fois, n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine. Je vais faire mon possible pour vous montrer l'histoire de Jacques, que je trouve que c'est une histoire qui doit être contée. C'est une histoire qui est très importante, surtout peut-être au niveau de la sécurité au Québec et dans le monde, parce que comme je vous disais, ça a quand même été cette compagnie-là, à Jacques, le tremplin pour la compagnie qui est aujourd'hui Garde-Route. Alors, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook ainsi que sur Instagram. C'est toujours plaisant de partager de façon quotidienne. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit à la prochaine vidéo. Attention à vous. Ciao.